Merci beaucoup à tous les trois. Donc, l'IA dans les territoires, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que 77% des collectivités de plus de 3 500 habitants ont déjà lancé un projet d'IA ou sont en cours de lancement. Et 62% de ces collectivités ont bien identifié que la maîtrise des données, c'est un enjeu majeur de souveraineté. Et donc ces chiffres sont tirés de l'Observatoire Data Publica. Alors on voit que on est aujourd'hui pas, on n'est plus dans la prospective. C'est pas est-ce que je vais lancer un projet d'IA, mais comment le faire correctement. Et donc, ce moment, il est décisif et on l'a partagé un peu avant. On voit que selon les différentes révolutions qu'il y a eu, après le web, les réseaux sociaux, la data, aujourd'hui, 2026 et 2027, c'est des années de basculement où les usages en fait se structurent et puis les dépendances s'installent. Et donc c'est pourquoi dans ce moment charnière, comme l'a indiqué Antoine et Olivier, la Banque des territoires ont souhaité lancer le programme Territoire d'IA pour accompagner en fait les collectivités dans ce moment charnière et avec un objectif clair de pouvoir aider, accélérer cette transformation pour avoir des usages dans les collectivités qui sont transformantes. Dans Dans ce cadre-là, aujourd'hui, nous allons rentrer et vous allez illustrer en fait comment l'IA, elle est déjà dans le quotidien des territoires. Alors, l'IA, on voit qu'elle est partout dans les discours. Néanmoins, les usages qui sont réellement transformants sont très disparates selon les territoires. Il y a déjà des collectivités qui ont intégré des briques d'IA dans leurs outils, dans leur quotidien, et puis d'autres qui sont plutôt au stade de l'expérimentation. Donc derrière l'ensemble de ces discours, maintenant, c'est qu'est-ce qui fonctionne réellement sur le terrain. Alors, Maya Noël, France Digital, vous voyez ce mouvement des deux côtés, à la fois avec les entreprises qui développent et puis les territoires qui adoptent les solutions. Alors comment vous voyez l'IA s'installer? Est-ce que c'est l'offre en fait qui crée le besoin ou c'est le terrain qui vient chercher les solutions? Et surtout, comment en fait ne pas reproduire ce que nous avons connu lors de la révolution numérique, de se lancer sans réelle stratégie? Bonjour à tous. Est-ce que c'est l'offre, est-ce que c'est la demande? C'est ça. C'est un peu la logique de l'œuf et la poule. Pour que sur un marché et pour à la fois ceux qui vont développer des solutions et aussi pour que en face les acteurs puissent l'adopter correctement, il faut qu'il y ait un juste équilibre entre l'offre et la demande. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une offre certaine. On est en France une vraie terre d'innovation. On a beaucoup d'acteurs qui développent à la fois de l'infrastructure et aussi des services en IA. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la demande n'est pas toujours réceptive à ce que peuvent développer les entreprises françaises. Un des sujets, je pense qu'on en parlera sur cette table ronde, on entend beaucoup parler de souveraineté aujourd'hui, et je pense que c'est un terme qui est assez important, c'est que nous, la souveraineté, côté France Digital, donc on est une organisation qui a été créée il y a presque 15 ans aujourd'hui par des jeunes entreprises tech et des investisseurs de la tech en France, pour justement pouvoir émerger face à des acteurs qui ont pris de l'avance, notamment des acteurs américains. Et ce qui se passe, c'est qu'on voit souvent que face à la concurrence, c'est pas toujours facile d'atteindre la demande. On n'a pas les mêmes moyens. Il faut voir que si on dit que c'est pas nécessairement que les Américains sont forcément meilleurs dans l'offre en termes d'innovation, mais en tout cas, ils sont bien meilleurs en financement de l'innovation et tout ce qui va autour, notamment dans la commercialisation de leurs produits. Et c'est pas pour jeter la pierre à ceux qui achètent, mais souvent, on est attiré par ceux qui ont une meilleure force marketing, je dirais. Et donc, si on ne veut pas reproduire, on va dire, les erreurs qui ont été faites avec la transition numérique, au sens large, où on a fait appel à beaucoup d'acteurs américains, je dirais. D'ailleurs, les données le prouvent, et je pense que je ne serai pas le seul à le dire, mais près de 80% de la commande de services numériques est à destination, et de cloud est à destination d'Américains. Aujourd'hui, on a un enjeu à faire en sorte que dans cette révolution IA qui apparaît, on achète auprès d'acteurs plutôt français ou européens.
Et donc, je pense qu'il y a un enjeu de sensibilisation des acheteurs à la provenance des infrastructures et des outils numériques et donc d'IA. Merci Maya. Bertrand Serpe, dans les services de la métropole de Toulouse, à quel moment un agent utilise en fait concrètement une brique d'IA dans son quotidien? Et également, vous avez le campus IA que vous portez à Toulouse. Et en quoi ce modèle de lieu physique en fait permet et aide à l'adoption de solutions d'IA? Bonjour à tous, merci de votre invitation. Je suis ravi d'être ici parmi vous. Porter la voix des territoires, la voix de Toulouse, qui a toujours été une terre d'innovation, cette 3e ville de France. Alors, pour répondre à votre question de façon plus générale, on a toujours su anticiper ces sujets sur le territoire toulousain, de par notre naissance déjà, avec qui est la capitale de l'aéronautique et du spatial, mais pas que, de l'ingénierie. Et puis, on a toujours su anticiper les révolutions, si j'ose dire, les révolutions numériques notamment. On a travaillé il y a déjà quelques années maintenant, c'était sous la précédente mandature, sur ces sujets de big data et d'intelligence artificielle, avec ce qui est devenu maintenant l'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'analyse des données du big data, pour essayer de performer, entre guillemets, la collectivité et notamment challenger nos services. Et on a mis en place, c'était sous la précédente mandature, une plateforme d'intelligence artificielle qu'on a appelée IA Data, qui est une plateforme de logiciels libres, qui a évolué depuis maintenant quelques années et qui nous sert à quoi? À essayer d'optimiser, vous parliez d'achat, les achats et pas que, et d'aider à la décision dans les services sur des sujets aussi divers et variés que par exemple les menus dans les cantines ou les mobilités ou les sujets d'énergie qui concernent effectivement les grandes métropoles, notamment comme Toulouse. Et cette plateforme, on l'a souhaitée indépendante puisqu'on l'a développée en interne et ça a permis, avec une acculturation à nos agents. Je rappelle qu'il y a 15 000 collaborateurs à la métropole toulousaine, alors pas tous les agents sont concernés, mais la grande majorité, de pouvoir déjà s'acculturer au sujet de l'intelligence artificielle, du big data et de l'analyse de données. Donc ça, c'était le mandat précédent et c'était il y a quelques années. Donc on a évolué, pour répondre à votre question sur ces sujets. Et en dehors des outils que je ne vais pas citer, que toutes les collectivités utilisent aujourd'hui, qui ne sont pas forcément toujours souveraines, comme tu disais tout à l'heure. Effectivement, on a travaillé sur l'après. L'après, c'est quoi? L'après, c'est comment se servir de l'intelligence artificielle pour devenir un outil d'aménagement et de développement des territoires et du territoire toulousain. Et notamment, comment l'intelligence artificielle va pouvoir aider les entreprises à se développer et à l'attractivité, finalement, de notre territoire. Et ça, on l'a préfiguré, on l'a travaillé, on l'a décidé avec l'idée de créer un campus IA. Alors c'est quoi un campus? C'est un grand mot où on fourre un petit peu tout. Mais un campus, c'est l'idée de développer sur une friche toulousaine, derrière la gare en l'occurrence, une grande friche que nous sommes en train de réaménager, un campus, un lieu où on va avoir des entreprises, de la formation et de l'éducation avec des écoles digitales et autres, et puis de la recherche et de l'enseignement et la recherche notamment avec notre cluster d'intelligence artificielle, puisqu'on est une des 8 villes en France, métropole française, à être labellisée cluster d'intelligence artificielle qui s'appelle Anity à Toulouse et qui va effectivement nous aider à compléter ce triptyque de la réussite du développement économique de notre territoire. Donc l'IA, aujourd'hui, alors ça c'est un campus qui est en préfiguration, on travaille sur les modèles notamment de financement et voir comment on va pouvoir, dans un partenariat public-privé, mais pas que, avec des solutions peut-être différentes de financement, de pouvoir à la fois les collectivités, les entreprises et le cluster, de pouvoir développer ce campus. C'est une véritable chance pour Toulouse, pour les territoires en général, parce qu'on a vraiment l'ambition d'en faire un fleuron en France,
avec une thématique qui est peut-être plus tournée vers les systèmes des filières numériques et des systèmes embarqués, notamment en lien avec l'aéronautique et le spatial, mais pas que. Et puis de pouvoir avoir un lieu aussi où on va pouvoir faire ce qu'on appelle des proof of concept, hein, pour pouvoir aller plus loin et toujours mieux sur ces sujets de l'intelligence artificielle au service des entreprises, mais aussi au service des citoyens et des Toulousains. Et ça, c'est un peu l'après qu'on est en train de préparer sur cette mandature et qui va aujourd'hui nous préoccuper pas mal de temps, je crois, parce qu'on est dans un monde, vous l'avez dit, de plus en plus complexe, où il y a aussi des problèmes de cybersécurité qui se posent à la fois à nos entreprises, mais à nos citoyens. J'ai cru comprendre que vous avez eu quelques problèmes. J'étais à une table ronde ce matin avec DocaPost et La Poste, notamment, de cybersécurité il y a quelques temps. Vous en êtes très bien sortis d'ailleurs. Mais aujourd'hui, tout le monde peut avoir un souci de cet ordre, à la fois en tant que particulier, entreprise, PME, artisan, commerce. Et ce campus, il va être là aussi pour acculturer quelque part nos citoyens, nos entreprises, nos entrepreneurs et nos Toulousains sur les dangers aussi, parce que l'IA, c'est un facteur de croissance, c'est un facteur de développement, c'est un facteur quelque part d'innovation du futur, mais il y a aussi des sujets qu'il faut aborder, les biais de l'IA, et qu'il faut ne pas oublier dans le cadre de tout ce qu'on fait sur nos territoires. Et nous, notre but, les élus territoriaux, c'est aussi de pouvoir protéger nos Toulousains, nos citoyens dans toutes ces dérives qui peuvent arriver au quotidien. Donc, l'IA, ce n'est pas que ChatGPT ou Mistral. Moi, personnellement, j'utilise Mistral, mais quand vous allez dans les lycées et les collèges, vous êtes abasourdi que tous les élèves aujourd'hui sont sur ChatGPT ou autre. Donc, c'est quand même un peu dangereux. Et je crois, parce que nous, on va en parler peut-être ensuite sur la souveraineté, on a travaillé sur cette démarche au niveau national et sur cette démarche de souveraineté et comment nous, élus territoriaux, on peut agir sur des mécanismes concrets, sur la commande publique ou autre, pour pouvoir essayer de travailler sur la souveraineté de nos territoires. Merci Bertrand. Effectivement, on va aborder dans le second temps plus spécifiquement la souveraineté. Peut-être Olivier Vallée sur DocaPost, dans les projets que vous déployez, quels sont les retours que vous observez sur le terrain et les pièges à éviter? Bonjour à toutes et à tous. Bon, déjà, ce que tout le monde a dit, mais je le redis quand même, c'est vrai qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a une vraie accélération du déploiement des outils IA. Par contre, il y a quand même un risque, c'est qu'on voit bien qu'il y a des territoires qui les déploient plus facilement et plus rapidement que d'autres. Toulouse est un bel exemple. Et on voit qu'il peut y avoir des territoires qui peuvent avoir plus de difficultés à les déployer parce que pas forcément la même taille, pas forcément les mêmes moyens. Et donc, on a un risque aussi d'avoir une France à plusieurs vitesses en fonction de la capacité à déployer les solutions IA, alors qu'il faut que vraiment tout le monde les déploie puisque c'est des bénéfices pour les citoyens et puis c'est un gain de temps extrêmement important. Ce que je peux, moi, partager comme expérience, c'est le retour d'expérience qu'on a, c'est peut-être quelques recommandations, mais que beaucoup d'entre vous connaissent ici, et je vais enfoncer des portes ouvertes, mais c'est toujours mieux en le disant. On voit aujourd'hui quand même que c'est quand même mieux de former les agents avant de déployer les outils, et on voit encore parfois l'inverse. Moi, je me méfie beaucoup d'époque. Il y a vraiment cette notion de vouloir faire d'époque autour de l'IA et de ne pas passer à l'échelle. Donc ça, c'est un autre sujet qu'il faut éviter. De la même manière que l'IA Waouh, c'est super, mais là, on est vraiment sur de l'IA qui va permettre de pouvoir faire gagner de la productivité, de libérer des tâches fastidieuses pour les agents. Donc on est vraiment sur des choses très concrètes, de proposer des nouveaux services pour les citoyens, d'améliorer l'expérience citoyen. Donc je pense que c'est extrêmement important d'intégrer l'IA dans quelque chose de très concret que chacun peut mesurer, plutôt que d'avoir forcément une IA qui fait peut-être waouh, mais qui n'apporte pas tous les bénéfices qu'on pourrait attendre. Après, je voudrais aussi partager quelques expériences, ça a été un peu dit avant, mais plus vous allez déployer de l'IA, plus vous allez augmenter votre surface, et donc plus il y a des risques de cybersécurité. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas déployer de l'IA, ça veut dire qu'il faut en parallèle du déploiement de l'IA se préoccuper aussi de la cybersécurité de manière à ce que vous puissiez être protégé. Et on voit qu'en déployant des outils de cybersécurité, on est capable de se protéger.
Après, les pièges, c'est l'époque, je l'ai dit. C'est de s'assurer qu'il y a vraiment... Pourquoi c'est un piège, le POC? Parce qu'on n'arrive pas à passer à l'échelle ensuite? Parce qu'il y a un côté aussi, et on le voit plus dans le monde de l'entreprise, ça fait bien pour un dirigeant d'entreprise de dire qu'il a 3 ou 4 POC au niveau de l'IA et de ne pas passer à l'échelle. Le sujet, c'est vraiment de passer à l'échelle, c'est d'industrialiser les opérations d'IA de manière à pouvoir apporter des bénéfices. Et pour les collectivités territoriales, ce qui est important de dire, je le dis d'autant plus qu'on a un éditeur, le déploiement de l'IA, c'est aussi l'opportunité pour les collectivités de reprendre la main sur des auditeurs logiciels qui les ont complètement enfermés. Et je terminerai par un autre sujet de piège à éviter, c'est qu'on voit aujourd'hui que la technologie avance vraiment très très vite. Toutes les semaines, pour ne pas dire tous les jours, il y a de nouveaux outils qui sortent. Donc le conseil que moi je peux donner, c'est de ne pas s'enfermer dans des architectures qui ne permettent pas de venir intégrer les dernières briques technologiques qui vont arriver, puisque ça bouge énormément à une très grande rapidité. Et donc il faut vraiment travailler sur une ouverture qui permette de pouvoir intégrer les dernières technologies le plus rapidement possible. Et puis enfin, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est surtout de travailler avec des partenaires qui sont des partenaires éthiques, de confiance, qui sont souverains, de manière à pouvoir les accompagner sur toute la chaîne et donc de protéger les données qui sont les données de chacun d'entre nous. Merci. Alors, c'est une question pour tous les trois. Olivier, vous avez évoqué effectivement la formation, mais qu'est-ce qui bloque souvent, le plus souvent pour l'appropriation de l'IA par les agents? Donc, vous avez évoqué la formation. Est-ce que c'est la confiance? Est-ce que c'est l'intégration dans les outils? Est-ce que c'est la compréhension aussi, le sens de l'IA que l'on développe? Quel est pour vous votre avis? Alors moi, j'aurais peut-être plus de difficultés à dire concrètement ce qu'il faut pour les agents. Moi, je peux donner l'exemple des entreprises qui adoptent l'IA aujourd'hui, et on pourrait croire que parmi toutes les startups que je côtoie quotidiennement, toutes sont à la pointe sur les sujets d'IA. Il faut savoir que c'est très inégal, et en fait, l'adoption de l'IA générative dans ses process et pour transformer ses services et sa manière de travailler dans les fonctions support notamment, c'est une courbe qui est vraiment exponentielle. Donc ça prend quand même beaucoup de temps d'adoption. Ce qui est assez intéressant dans l'IA aujourd'hui, et notamment en France, on est parmi les leaders de l'adoption à titre individuel. Le particulier utilise beaucoup ChatGPT, le concept d'IA générative est très présent. Néanmoins, la véritable adoption au sein des entreprises, c'est encore un autre sujet. Donc, pour bien l'adopter, en tout cas dans les entreprises où j'ai vu qu'il y avait véritablement cette accélération et cette capacité aujourd'hui à aller vraiment sur un progrès exponentiel où, comme le disait Olivier, on peut carrément annuler certains services SaaS auprès desquels on était client pour en fait développer son propre outil. Moi, j'ai vu des équipes développer en 2 jours un niveau de logiciel et d'interface qui était l'équivalent de moi quand j'avais ma boîte, d'une interface qu'on mettait plusieurs mois à développer quand il n'y avait pas encore d'IA générative. Donc le travail qui peut être fait est quand même phénoménal. Mais pour réussir à arriver à produire ce genre d'outil qui va véritablement apporter de la productivité, de l'efficacité et sans supprimer forcément des postes, mais permettre vraiment d'augmenter certains métiers comme celui de directeur financier par exemple, il ne faut pas faire du POC, il faut véritablement penser à son besoin et il faut structurer son besoin avant de se lancer les yeux fermés en disant je vais utiliser de l'IA générative. Les équipes qui ont réussi à bien fonctionner, c'est les équipes qui, pour penser leur outil d'IA à l'échelle de l'équipe, sont passées en fait par des vrais ingénieurs au sein de l'équipe globale en disant c'est tel problème que j'aimerais résoudre, je te challenge avec toi et on va conceptualiser la réponse ensemble. Moi, j'ai la connaissance métier, mais toi, tu vas peut-être pouvoir m'aider dans la conception du projet plus long terme. Donc voilà, faut vraiment bien penser à quel besoin je souhaite répondre et pourquoi je souhaite gagner du temps. Bertrand, est-ce que vous voulez compléter ou... Alors, je vais rebondir parce que c'est exactement ça en fait. Quels sont les usages et qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter comme simplification ou comme nouveauté ou comme aide finalement aux agents. C'est ça qui est le plus important quand vous faites une rupture, un changement dans une façon de penser, dans une façon de travailler. C'est ça aussi, ça remet en cause le travail et la façon de travailler. Il faut accompagner les agents, leur démontrer l'utilité de l'outil pour qu'ils se l'approprient. Alors, on ne fait pas de POC forcément avec des agents, mais on les initie très tôt déjà à ce changement. Et c'est le principal frein, effectivement, quand on a créé cette plateforme. Il a fallu aller voir tous les
tous les services de la métropole et chaque service avait son fonctionnement propre et leur expliquer qu'il fallait d'abord un référent data et que les data, il fallait les qualifier, puis ensuite qu'il fallait effectivement les intégrer et qu'il fallait ensuite utiliser l'outil de façon à pouvoir trouver des solutions. Ça n'a pas été un travail facile, mais je vous dis, c'est un travail qui a commencé il y a des années et on arrive maintenant à voir les premiers résultats. Et c'est pour ça que je pense qu'on est quand même un peu en avance par rapport à d'autres territoires, parce que l'anticipation, la vision que peut porter les politiques et les agents des collectivités, elle est aussi facteur clé du succès de l'utilisation de ces nouvelles technologies et de ces outils. Et cette anticipation, si elle n'est pas réalisée très tôt, enfin, si on n'anticipe pas les choses, on n'arrivera pas à fonctionner de façon concrète et de façon efficiente. Donc, nous, on a toujours essayé d'anticiper les changements. Et à travers ces anticipations, on arrive à mieux embarquer les collaborateurs dans le changement et mieux à les initier à ces nouveaux outils qui font aujourd'hui, qui arrivent à être performants et qui permettent aux élus, notamment, de prendre des décisions en temps réel, si j'ose dire. Et l'étape d'après, c'est sur cette plateforme, comment l'ouvrir aux entreprises à l'extérieur, avec du public-privé, et comment pouvoir effectivement travailler différemment sur les futurs services publics des territoires, puisque bon, on a bien compris que là, l'État avait de moins en moins d'argent, donc il faut trouver des solutions. Alors évidemment, il y a la Banque des territoires, mais pas que. Il faut trouver aussi des solutions innovantes et travailler peut-être aussi sous la réforme de la loi. C'est un peu le sujet qu'à l'époque, on avait abordé avec Axel Lemaire avec la loi République numérique et qui est peut-être aussi à retravailler et dont on aura l'occasion de rediscuter. Merci. Effectivement, on voit que l'adoption de l'IA, elle ne se décrète pas. Elle se construit usage par usage, agent par agent. Et aujourd'hui, on a un peu abordé, et on va passer à effectivement quelle trajectoire pour une IA souveraine. Comment, dans cette adoption, passer sur une IA souveraine. Les collectivités aujourd'hui, effectivement, la souveraineté, c'est plus un sujet politique. C'est bien au-delà, c'est dans le quotidien. Les collectivités se posent la question de à qui appartiennent les données, comment fonctionnent et quelle traçabilité on peut avoir à travers les modèles, et que la souveraineté aujourd'hui, c'est plus un débat, mais plus rentrer dans l'opérationnalité. Alors, si on rentre un peu plus sur ce sujet, aujourd'hui, dans vos décisions récentes à Toulouse, Bertrand, quel exemple vous pouvez nous donner où la question de la souveraineté, elle s'est réellement posée, où vous avez dû arbitrer entre le coût, les délais et la performance? Question classique autour de la souveraineté. Alors, question classique autour de la souveraineté. Nous, on pense que l'IA, c'est une question politique. Donc, une question politique, c'est une décision. Une décision, c'est un engagement, c'est un parti pris. Le parti pris, c'est le parti pris de la France et de l'Europe, de la souveraineté. À partir de là, la décision que nous avons prise, en tout cas le message qu'on a passé au service, c'est de dire à équivalence de solutions, on privilégie, alors on n'aime pas ce mot, il ne faut pas le dire, mais en tout cas, on favorisera une solution souveraine. Récemment, on est passé sur une partie, on a migré sur une partie de nos données sur le cloud, puisqu'on a un mixed cloud data center à Toulouse sur les données. Et effectivement, il y a eu plusieurs opérateurs qui se sont présentés à nous, et des opérateurs français, européens et américains. Et il s'est trouvé qu'à équivalence de solutions, alors rapport prix, compétences, solutions, faisabilité, il nous a paru important de donner ce go politique en disant privilégier la solution souveraine, donc française ou européenne. Et c'est ce qu'on a fait puisqu'on a choisi une solution française. Alors parfois on ne peut pas toujours travailler comme ça, effectivement. Il y a des règles de concurrence et c'est compliqué. Mais il faut d'abord avoir l'envie
le souhait de porter politiquement cette souveraineté pour pouvoir la mettre en place ensuite dans les services. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il faut travailler sur la commande publique, sur le cahier des charges, pour essayer de travailler peut-être sur l'innovation. On est fort en innovation en France quand même. On n'est pas, les Américains sont forts, mais on a quand même des ingénieurs qui travaillent très bien. On a des gens qui sont très performants et il faut savoir les garder, il faut savoir les payer et il faut savoir aussi effectivement les conserver. Et en deçà de faire des POC, comme vous disiez, il faut savoir massifier derrière, c'est-à-dire passer effectivement à l'échelle. Et le passage à l'échelle, c'est ce qui est le plus difficile pour nous, en tout cas pour les collectivités, parce que forcément, ça engage des gains, enfin des coûts financiers avant d'engager des gains. Et ça, c'est plus compliqué. Mais je crois que travailler sur cette trajectoire d'indépendance numérique, qu'on travaille d'ailleurs au niveau de France Urbaine, l'association des grandes métropoles françaises, et les petites aussi travaillent là-dessus. C'est une idée qui est portée politiquement pour une IA de confiance, que nous, les territoires, on essaie de relayer et qu'au quotidien, on essaie de travailler dans nos services. Alors, les moyens, il y a la commande publique, mais pas que. Il y a l'innovation, il y en a peut-être d'autres, il faut y réfléchir. En tout cas, s'il n'y a pas de volonté politique, il n'y aura rien qui se passera parce qu'il y aura toujours la solution de la facilité ou de l'éditeur américain qui va vous proposer le package global à moindre coût, adapté à la solution française, enfin européenne, au Digital Act par exemple, et qui va bien pour votre collectivité. Mais il faut savoir résister. Merci. Alors, Maya, vous l'avez abordé un petit peu au début de la table ronde. On voit aussi dans les territoires, il manque souvent des acheteurs professionnels sur l'IA. Et pour pouvoir utiliser une solution souveraine, il faut aussi pouvoir passer une commande de façon, en connaissance de cause et de façon intelligente. Est-ce que vous pouvez un peu nous illustrer cela ? Je vois que le temps est assez limité, donc j'ai envie qu'on retienne peut-être 2 chiffres. Faut se dire que si on a réussi à faire émerger une offre américaine plus performante à l'instant, notamment sur la base numérique, on va dire le cloud par exemple, c'est la question de la poule et l'œuf dont on parlait précédemment, c'est parce que c'est pas simplement une question d'offre, c'est une question de marché. Et aux États-Unis, il faut savoir qu'il n'y a que 30% de leurs offres publiques qui sont ouvertes à des étrangers. En Europe, 80% de notre marché public est ouvert à des étrangers. Donc on voit bien qu'il y a une différence d'ouverture qui explique pourquoi il y a plus de commandes aux US vers des services américains. L'autre chose aussi qu'ils ont aux États-Unis, c'est le Buy American Act. Chaque année, le Buy American Act, ça leur coûte 94 milliards. 94 milliards, pourquoi ? Pour le surcoût de services qu'ils vont acheter à des entreprises américaines. C'est-à-dire que dans leur appel d'offres public, le critère de prix ne va pas être de forcément prendre le moins cher. Ils vont avoir une latitude de 30% au niveau du tarif, où ils vont dire, à partir du moment où le service qui vient des US est pas plus de 30% plus cher, on va le prendre. Et donc ça va inclure un surcoût pour le pays, mais c'est pas grave, on va acheter américain. Donc voilà, j'ai envie qu'on retienne ça parce que le sujet de souveraineté, c'est un mot dont on parle beaucoup en ce moment, qui peut paraître tendance. Et oui, il est important parce que quand on parle de numérique et d'IA, on parle de technologie duale. Et donc quand on achète des services comme ça, c'est des services qui, quelque part, peuvent nous exposer à des sujets de cybersécurité, peuvent nous enfermer, peuvent parfois ne pas nous laisser le choix. Et du coup, nous créer des dépendances qui sont à la fois économiques, qui sont des dépendances parfois politiques, qui sont des dépendances de sécurité. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que les acheteurs, et je pense que tout citoyen, en vrai, soient hyper sensibilisés au fait que quand il achète un produit, il n'achète pas simplement un service. Il achète aussi toute l'infrastructure qui est en dessous, et notamment toute la valeur économique qui va derrière être injectée dans un pays ou dans un autre. Merci. Alors, effectivement, Olivier, DocaPost porte une approche souveraine et de confiance. Et face à ces acteurs internationaux qui peuvent être moins chers, plus rapides, quel est votre facteur clé de succès vis-à-vis des élus ? C'est quoi votre argument décisif pour acheter ces solutions souveraines et de confiance ? Bon, d'abord, moi, plus rapide, je ne sais pas d'où ça vient, mais j'entends, mais ça n'engage que vous. L'histoire du prix, c'est un vrai sujet. Et ça a été dit en introduction sur le fait qu'en effet, il y a des acteurs américains qui savent marketer très très bien le packaging de leur offre. Le coût de la dépendance technologique est un coût réel. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que quand vous mesurez le coût de la dépendance technologique que vous avez
vous pouvez vous apercevoir qu'en effet, vous avez peut-être l'impression de payer pas cher, mais ça a un coût réel, puisqu'on voit aujourd'hui qu'il y a des entreprises ou des collectivités qui sont enfermées dans des situations qui ne peuvent pas en sortir. Donc le premier sujet, c'est quand même de mesurer ce coût de dépendance ou d'indépendance que vous estimez être acceptable pour vous. Et au niveau des territoires, je pense pouvoir dire que c'est un sujet extrêmement important. Et quand vous mesurez ça, il y a d'ailleurs un indice, on en a parlé tout à l'heure, un indice de résilience numérique qui est en train d'être déployé, qui va permettre d'avoir une boussole pour pouvoir mesurer justement ce qui est acceptable pour un territoire, pour une collectivité ou pour une entreprise, et de le mesurer tous les ans. Et si vous le mesurez de façon très sérieuse, vous allez vous apercevoir que ce n'est pas forcément beaucoup plus cher et que c'est même beaucoup plus flexible, et ça vous permet de faire des économies. Donc soyons vigilants quand même sur la dimension économique. Et puis après, je pense que c'est extrêmement important de choisir des partenaires avec lesquels vous êtes en confiance, puisque c'est un partenariat sur le long terme que vous allez déployer. Il faut embarquer les agents, comme vous l'avez dit, il faut embarquer les citoyens. On voit aujourd'hui les impacts que ça peut avoir quand vous avez une attaque de cybersécurité. L'État l'a vécu dernièrement sur le site de l'ANTS. On voit les conséquences que ça peut avoir. Donc franchement, je peux vous assurer que de choisir un partenaire de confiance, souverain, et qui a une éthique qui est la même que la vôtre, franchement, c'est le combo gagnant. Et il y a des partenaires qui savent très très bien le faire. Je ne donnerai pas les noms, mais en tous les cas, moi j'en connais un. Merci. Merci à tous les trois. On voit que les collectivités, en fait, elles font face à 5 enjeux simultanés, hein, à la fois le coût, le délai, la performance, la résilience, et puis l'adoption à la fois par les agents et également par les citoyens. Donc c'est pour ça, comme l'annonçait tout à l'heure Antoine Saint-Oyen, la Banque des territoires a conçu le programme Territoire d'IA pour répondre avec 4 leviers. Donc pour rappel, hein, le premier, c'est de pouvoir aider à structurer les projets et pouvoir les accompagner avec de l'ingénierie et accompagner les projets de bout en bout. Le deuxième levier, c'est de pouvoir co-construire avec les collectivités et en partenariat avec Mistral, donc avec l'AI Factory, pour avoir des solutions qui sont réplicables pour l'ensemble des collectivités. Et effectivement, Olivier Sichel et Arthur Munch vont en parler juste après. Le troisième levier, c'est de pouvoir cofinancer l'achat de solutions souveraines. Et comme il était indiqué, ça y est, c'est sur la plateforme Banque des territoires pour pouvoir en bénéficier. Et le dernier levier, qui est tout aussi important, hein, c'est de pouvoir aussi diffuser les bonnes pratiques. On parlait tout à l'heure de POC et de passage à l'échelle. Comment, à travers les acteurs territoriaux, nationaux, locaux, pouvoir diffuser ces bonnes pratiques pour passer à l'échelle. Donc les premiers cas d'usage sur l'IA Factory ont été sélectionnés. Ce sont des cas justement qui sont emblématiques en fait des enjeux des collectivités et qui vont répondre aux besoins des citoyens dans les territoires. Et donc ça va se lancer là dans les prochaines semaines. Et sur l'ensemble du programme Territoire d'IA, je vous invite à retrouver en région vos interlocuteurs dans les directions régionales de la Banque des territoires. Et voilà, et merci et à très bientôt à tous.